Bonjour à tous et bienvenue donc. Ce matin, l'actualité mondiale ressemble à un champ de bataille. Donald Trump déclare la guerre commerciale à la pharmacie et aux semi-conducteurs. TikTok devient la proie d'un brin de fer sino-américain pendant que l'économie américaine carbure à 3,8%. En France, Nicolas Sarkozy voit son destin politique se réduire à une chronique judiciaire. L'Europe, elle, rêve de peser en Asie et la Russie découvre que l'effondrement promis par Donald Trump ressemble plutôt à une lente asphyxie. Donald Trump poursuit l'escalade protectionniste. Après avoir déjà ciblé l'acier, les poids lourds ou le mobilier, la Maison-Blanche s'attaque désormais à deux secteurs stratégiques, la pharmacie et les semi-conducteurs. L'objectif affiché, contraindre les multinationales à relocaliser leur production aux États-Unis sous peine de lourds droits de douane. Dès le 1er octobre prochain, les médicaments de marque importée seront frappés d'un tarif de 100% si les laboratoires n'installent pas d'usines sur le sol américain. Une mesure inédite alors que l'industrie soulignait jusqu'ici que les médicaments restaient exemptés de tarifs douaniers. Les grands groupes comme Eli Lilly, AstraZeneca ou Roche ont déjà annoncé plus de 350 milliards de dollars d'investissement cumulés aux États-Unis. Mais les lobbies pharmaceutiques préviennent, chaque dollar dépensé en taxes est un dollar en moins pour la recherche et le développement. En parallèle, l'administration travaille sur un mécanisme inédit pour les semi-conducteurs, imposer un ratio de 1 pour 1 entre la production nationale et les importations. Autrement dit, chaque puce importée devra être compensée par une unité produite localement. Cette règle, qui pourrait bouleverser les chaînes d'approvisionnement mondiales, met directement en jeu la sécurité technologique américaine, alors que Taïwan, fournisseur clé, reste exposé aux tensions sino-américaines. Sur le plan économique, l'impact est double. À court terme, les tarifs risquent d'alimenter l'inflation, renchérissant les coûts pour les industriels et in fine pour les consommateurs. Mais à long terme, Washington espère transformer ces contraintes en levier d'attractivité pour les investissements directs étrangers, consolidant le CHIPS Act et la réindustrialisation américaine. Reste à savoir si ce bras de fer tarifaire relèvera du pragmatisme industriel ou bien d'une fuite en avant protectionniste aux conséquences inflationnistes mondiales. Donald Trump a signé hier un décret ouvrant la voie à une co-entreprise destinée à préserver les activités américaines de TikTok. Selon son vice-président J.D. Vance, cette entité serait valorisée 14 milliards de dollars, bien en deçà des estimations de 30 à 40 milliards et très loin des 330 milliards de dollars attribués à ByteDance, sa maison mère. Au terme de l'accord, ByteDance ne conserverait moins de 20% du capital. Les investisseurs américains et alliés stratégiques comme Oracle, Silver Lake, MGX d'Abu Dhabi détiendraient eux près de 45%, tandis que le reste reviendrait aux actionnaires existants de ByteDance. Oracle superviserait la sécurité des données et l'algorithme, véritable cœur de valeur de l'application. Cet accord reste toutefois suspendu à l'approbation de Pékin qui contrôle les exportations technologiques et considère l'algorithme de TikTok comme un actif stratégique. Washington, de son côté, tente de rassurer l'opinion publique en promettant la protection des données des 170 millions d'utilisateurs américains. Sur le plan financier, la décote massive appliquée à TikTok US illustre la pression politique et réglementaire entourant l'entreprise. Pour les investisseurs, c'est une opportunité rare. Acquérir à prix réduit un actif numérique générant une audience colossale et un potentiel publicitaire en forte croissance. Mais c'est aussi un pari risqué, dépendant d'un feu vert chinois et d'une stabilité réglementaire encore incertaine. Au-delà des chiffres, l'accord symbolise un nouvel épisode de la guerre technologique sino-américaine. Pékin pourrait se servir de TikTok comme monnaie d'échange dans ses négociations commerciales, tandis que Washington impose sa doctrine de souveraineté numérique. Reste une question centrale: qui, de Pékin ou de Washington, aura le dernier mot sur l'algorithme qui façonne l'influence culturelle et économique mondiale? Les dernières statistiques économiques américaines confirment la vigueur de l'économie outre-Atlantique au deuxième trimestre, malgré des inquiétudes persistantes sur le marché du travail et les tensions commerciales. Selon le ministère du Commerce américain, le produit intérieur brut a progressé à un rythme annualisé de 3,8% d'avril à juin, soit nettement supérieur aux 3,3% annoncés lors de la deuxième estimation et aux 3% initialement publiés. Cette forte révision à la hausse s'explique principalement par un rebond des dépenses de consommation qui ont augmenté de 2,5% et par des ventes finales aux acheteurs privés nationaux en hausse de 2,9%, signalant une demande intérieure robuste. La reprise
intervient après une contraction de 0,5% au premier trimestre, conséquence notamment des entreprises accumulant des stocks pour devancer les droits de douane imposés par l'administration Trump. La Réserve fédérale d'Atlanta estime, elle, que cette dynamique s'est poursuivie au troisième trimestre, prévoyant un PIB solide de 3,3%. Sur le marché du travail, les signes sont également plutôt rassurants. Les demandes initiales d'allocation chômage ont diminué la semaine du 20 septembre à 218 000 unités, nettement en dessous des 235 000 attendus par les économistes, tandis que les demandes continues se sont légèrement réduites à 1 926 millions. Cette évolution indique que, malgré le ralentissement de la création d'emplois observé depuis le début de l'année, les entreprises restent réticentes à se séparer de leurs travailleurs. Comme l'a noté Jérôme Powell, président de la Réserve fédérale américaine, l'économie fait preuve de résilience au milieu de changements substantiels dans les politiques commerciales et d'immigration, ainsi que dans les domaines budgétaires, réglementaires et géopolitiques. Les données récentes sur la consommation et l'investissement viennent également renforcer ce tableau positif. Les dépenses en biens durables, avions, appareils électroménagers, ordinateurs, ont augmenté de 2,9% en août, dépassant largement les attentes. Même en excluant les transports et la défense, les commandes de biens durables progressent de 1,9%. Le secteur du logement montre également des signes de reprise avec une hausse de 20,5% des ventes de maisons neuves en août, la plus forte depuis janvier 2022. Ces chiffres confirment donc que l'économie américaine reste solide malgré le ralentissement du marché du travail et les incertitudes commerciales. Dans ce contexte, la Fed a récemment réduit son taux directeur de 0,25 points à une fourchette de 4 à 4,25% pour soutenir la croissance tout en laissant la porte ouverte à un assouplissement futur si nécessaire. Les marchés anticipent actuellement 2 baisses supplémentaires avant la fin de l'année, lors des réunions d'octobre et de décembre. En résumé, la plus grande économie du monde démontre une résilience notable portée par la consommation et les dépenses des entreprises, tandis que le marché de l'emploi reste un indicateur clé à surveiller. Cette combinaison suggère que, pour l'instant, la croissance se maintient et que les risques de récession immédiate semblent limités. Nicolas Sarkozy n'a pas échappé à la sentence. L'ancien président a été condamné à 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs dans le dossier tentaculaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2027. Un jugement historique. Jamais un chef de l'État français n'avait risqué la détention effective pour corruption politique à cette échelle. Le 13 octobre prochain, il saura si son avenir immédiat se joue derrière les barreaux. Officiellement, il a fait appel, mais l'exécution provisoire pourrait précipiter son incarcération. À 70 ans, Sarkozy voit donc son héritage politique se réduire à une chronique judiciaire, lui qui ambitionnait encore de jouer les faiseurs de roi à droite. Cette affaire est plus qu'un procès personnel, elle met en scène la confrontation entre justice et politique, 2 sphères longtemps tenues par un équilibre tacite. En France, la justice a souvent semblé s'incliner devant la raison d'État. Désormais, elle prend sa revanche ou son indépendance selon le point de vue que l'on souhaite avoir. À droite, on dénonce une punition politique. À gauche, on savoure une revanche judiciaire contre un président accusé d'avoir confondu l'argent public avec ses ambitions privées. L'impact économique et institutionnel n'est pas anodin. Les affaires Sarkozy alimentent la défiance envers la classe dirigeante dans un pays où l'inflation de scandales fragilise déjà la confiance citoyenne. La condamnation d'un ancien président alimente aussi une interrogation: combien coûte à une démocratie l'entretien d'élites convaincues d'impunité? Car la facture en termes de réputation se paie en prime de risque démocratique sur les marchés comme dans les urnes. Dans les couloirs du pouvoir, la gêne est palpable pour Emmanuel Macron, qui se rêvait en héritier du gaullisme tempéré, voit un ancien chef de l'État finir potentiellement en cellule, ce qui est un rappel cruel. La Ve République n'a plus l'aura d'hier. Et pour la droite, le parrain Sarkozy devient un poids mort, un symbole encombrant d'une époque où l'argent coulait plus vite que la morale. Au fond, la vraie question n'est plus juridique mais politique. La France solde-t-elle enfin les comptes avec ses présidents, ou assiste-t-on seulement à la chute spectaculaire d'un homme qui croyait incarner l'État? L'Union européenne peut-elle réellement renforcer son influence en Asie grâce à de nouveaux accords commerciaux? Alors
que les rivalités économiques s'intensifient, Bruxelles s'est fixé pour objectif de conclure d'ici 2027 3 traités de libre-échange supplémentaires avec la Malaisie, les Philippines et la Thaïlande. Sur le plan économique, ces accords permettraient aux entreprises européennes d'accéder plus facilement à des marchés en forte croissance tout en diversifiant les chaînes d'approvisionnement. En effet, l'UE cherche à réduire sa dépendance à la Chine et à sécuriser ses importations de matières premières critiques. En retour, les pays d'Asie du Sud-Est espèrent, eux, stimuler leurs exportations de produits agricoles, textiles et électroniques en Europe. Cependant, les implications vont bien au-delà du commerce. Sur le plan géopolitique, Bruxelles veut affirmer son rôle dans la région Indo-Pacifique où les États-Unis et la Chine se disputent l'influence. Ainsi, ces accords bilatéraux pourraient constituer des étapes vers un futur traité global avec l'ASEAN, renforçant la présence stratégique de l'Europe. Néanmoins, les obstacles demeurent nombreux. D'une part, les normes européennes en matière d'environnement et de déforestation suscitent des réserves, notamment en Malaisie. D'autre part, les processus de ratification au sein des 27 risquent de ralentir la mise en œuvre. En définitive, si l'Union européenne parvient à conclure ces 3 accords, elle enverra un signal fort, celui d'une Europe capable de conjuguer puissance économique et affirmation politique, car dans un monde marqué par la fragmentation commerciale, chaque traité signé en Asie devient autant un instrument d'influence qu'un levier de croissance. Enfin, l'économie russe est-elle vraiment au bord de l'effondrement comme l'affirme Donald Trump? Alors certes, Moscou subit sa plus forte pression depuis le début de la guerre en Ukraine, mais les données économiques dessinent plutôt un scénario de ralentissement durable plutôt qu'un effondrement brutal. D'une part, le moteur de la croissance de guerre alimenté par la production militaire et les dépenses publiques s'essouffle. Le ministère des Finances russe prévoit désormais moins de 1% de croissance en 2024-2025 contre plus de 4% en 2022-2023. De plus, la hausse de la TVA à 22% et un déficit budgétaire supérieur aux prévisions fragilisent les comptes publics. Par ailleurs, 2/3 du fonds souverain ont déjà été consommés, signe que l'État vit sur ses réserves. D'autre part, les sanctions occidentales, bien que sévères, n'ont pas eu l'effet dévastateur escompté. Moscou a réussi à réorienter ses exportations d'hydrocarbures vers l'Asie et à développer des circuits parallèles d'importation. Toutefois, les frappes ukrainiennes contre les raffineries et la flambée des prix du diesel fragilisent un secteur vital pour l'économie comme pour l'armée. Ainsi, le risque principal est moins un effondrement immédiat qu'une lente érosion, baisse de la productivité hors secteur militaire, réduction des investissements civils et pression accrue sur les ménages. À long terme, l'économie de guerre mine progressivement les bases de la croissance. En conclusion, Trump a raison de souligner un affaiblissement structurel. Néanmoins, parler d'effondrement relève davantage d'une formule politique que d'une analyse fine économique. Regardons désormais ce à quoi les investisseurs seront attentifs aujourd'hui et après. Les données sur l'emploi hier et les données sur la croissance économique aux États-Unis, ce sont les données sur l'inflation qui seront à regarder de très près puisque sera publié l'indice PCE outre-Atlantique tout à l'heure à 14h30, indice, je le rappelle, préféré de la Réserve fédérale américaine qui lui permet de bien cerner, de bien comprendre la dynamique des prix outre-Atlantique. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé sur les principales places financières de la planète hier et en Europe. Les principales bourses ont reculé, freinées par le doute sur l'ampleur des futures baisses de taux de la Réserve fédérale américaine. La révision à la hausse du PIB américain à 3,8% et la baisse des inscriptions au chômage ont ravivé l'idée d'une économie américaine résiliente, réduisant les attentes d'assouplissement monétaire. Les marchés attendent désormais aujourd'hui les chiffres PCE décisifs pour la Fed, tandis qu'en Europe, la Banque nationale suisse a maintenu son taux directeur à 0, illustrant les divergences entre politique monétaire. Dans ce contexte, le CAC 40 a perdu 0,41%, le DAX 0,61% et le FTSE 0,39%. Aux États-Unis, Wall Street a plié hier, rattrapé par des données économiques trop solides pour entretenir le rêve d'un assouplissement monétaire rapide. Le Dow Jones a cédé 0,38%, le Nasdaq 0,5%, tout comme le S&P 500. Enfin, les prix du pétrole hier, ils ont fait du surplace. Après plusieurs séances de hausse, la tension géopolitique reste le principal moteur. Frappe ukrainienne sur des raffineries russes, menace de sanctions occidentales et pression de Donald Trump sur l'Union européenne et la Turquie pour couper le robinet de Moscou. Mais derrière la rhétorique guerrière, un pari contraire persiste. L'OPEP+ a dopé sa production et un surplus de brut au 4e trimestre pourrait calmer les ardeurs haussières. Dans cet environnement, le prix du baril de Brent
De la mer du Nord a tout juste grappillé 0,16% à 69,42 $. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate pour livraison le même mois, a lui symboliquement reculé de 0,02% pour clôturer à 64,98 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 26 septembre 2025 et juste après, comme vous en avez l'habitude, nous retrouverons Antoine Quesada et son Chronocac. À tout de suite sur Téléfinance.